Il a dit la stratégie demande à ce qu'on ne change pas le protocole existant. Et là, je regarde beaucoup plus le protocole médical. Dans le protocole médical, si nous disons aujourd'hui que l'intégration, traitement masse, traitement MAM, dans un seul programme, mais au niveau communautaire, n'est-ce pas? Ça viendrait de la partie médicale en termes de prise en charge. Donc, c'était un peu ces questions-là. Je ne sais pas si Marie peut me compléter par rapport à cette question. Oui, Marie, oui. Merci, Jeff. Oui. Oui. Oui, bonjour. Oui, parce qu'en fait, si l'idée, c'est d'utiliser les récos qui sont dans les CAC, vous m'arrêtez si je n'ai pas bien compris. En fait, les récos, dans certains endroits, c'est vrai qu'ils sont un peu rattachés au poste, au centre de santé en donnant quelques médicaments, mais c'est de loin de là, la majorité partout. Donc, dans beaucoup d'endroits non plus, les récos ne donnent aucun médicament et les récos vont faire, s'il y a un programme de nutrition, ils vont faire le dépistage. S'il y a de la vaccination, on pourra les réactiver pour faire des campagnes de vaccination. Mais sinon, concrètement, quand on arrive, on les trouve pas toujours actifs et qui ne travaillent. Et là, plusieurs n'ont pas du tout été formés à utiliser les médicaments. Donc, si on leur demande de prendre la prise en charge, je pense que ce serait vraiment important avant, dans chaque zone où c'est prévu, de faire un diagnostic, de voir ce que les relais communautaires font par rapport à ce qui est dit officiellement dans les protocoles et dans la stratégie nationale, qu'est-ce qui est aujourd'hui mis en place dans les zones de santé et pour pouvoir mieux adapter les réponses. Merci Marie. L'avantage est que Dr Bruno et Béatrice et les autres gens de Pronanut sont là. Ça, c'est l'avantage. Donc, c'est l'avantage d'avoir cette discussion. Je vais donner les paroles à Constant. Oui, merci beaucoup Martha pour la parole. Nous avons discuté sur 2 ou 3 points, mais je vais m'appesantir sur un point. Les approches visent à réduire les coûts des programmes, des interventions, mais je réalise que quand il faut disponibiliser les MIAC pour tous les ménages et aussi quand il faut envisager la formation, les coûts inhérents à ces 2 activités, est-ce que ça ne va pas nous ramener à la case de départ? Parce que nous avons par exemple des zones de santé à l'intérieur du pays où vous avez pratiquement 280 000 habitants dans une zone de santé. Donc, vous aurez autant de milliers de ménages. Et s'il faut disponibiliser les MIAC par ménage, s'il faut envisager la formation, on aura vraiment un coût très élevé aussi. Et ça risque de nous ramener à la case de départ. Voilà un peu sur lequel on était en train de discuter. Merci. Bon, je donne 2 minutes à Bouya et 2 minutes à Pascal et 2 minutes à Annie. Après, on clôture les récapitulations. Merci. Oui, Mbouyi. Oui, bienvenue, non? Bienvenue, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je sais qu'on était un peu en retard, mais on s'est rattrapé. Mais on s'est posé la question par rapport au traitement médical systématique parce que la prise en charge sera maintenant communautaire. La question maintenant est de savoir à fond, est-ce qu'il y aura une formation à fond pour ces récoltes-là? Parce que là, pour moi, je suis en train de voir qu'on tire les traitements médicaux vers les gens qui n'ont pas été formés ou qui n'ont pas fait le cursus médical. Et il faut vraiment une formation forte et soutenue pour que ces gens-là comprennent. Parce que je prends l'exemple d'amoxicilline. L'amoxicilline, on donne par kilo de poids.
Et chaque enfant, il y a ceux qui peuvent prendre des 125 mg, les autres de 250 mg. Si vous comprenez que si quelqu'un n'est pas vraiment du domaine, il sera comme un charlatan, par exemple, je m'excuse le terme, il sera comme un charlatan parce qu'il ne saura pas à qui donner autant, et alors là, ça sera un problème un peu très difficile. C'est pourquoi nous devons mettre vraiment l'accent sur la formation des RECO là, qui doivent faire la prise en charge communautaire. C'est un peu là les grands soucis, la grande discussion. Merci. Merci. Juste pour te dire, nous avons aussi simplifié les dosages du amoxicilline, mais on va voir ça dans quelques minutes. Oui, Pascal, on n'a pas de tas, donc je vous donne juste 1 minute, pas 2 minutes, comme je l'ai dit. Merci, bienvenue après Pascal. Nous avons travaillé avec, on va échanger avec le Dr Bruno. Ok. Tout à l'heure, on a une discussion avec Constant. Il a évoqué un cas tout à fait particulier d'Ituri où il y a les RECO qui, des fois, sont partie prenante dans les activités de recherche des mines et que s'il faut pouvoir les utiliser dans les activités de prise en charge, il a dit que ça sera un défi. Alors, moi, j'ai dit que nous pouvons penser aussi à pouvoir mettre donc les AGR, faire un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives et aussi faire une formation et assurer que ces AGR peuvent les permettre de les stabiliser et de pouvoir contribuer à la prise en charge. Merci. Merci. Je peux donner les paroles à Annie. Après, Annie, bienvenue finalement. Oui, Annie. Ok, merci, Martha. Je pense que les amis ont essayé quand même de soulever. C'était en lien avec le traitement médical, mais je pense qu'on devait essayer vraiment d'étudier, par exemple, là où il y a les sites de soins, parce qu'il existe aussi des sites de soins que la santé utilise. Là, c'est possible. Mais là où il n'y a pas les sites de soins, je pense que peut-être la maman doit aller au centre de santé pour prendre les produits. Bon, Emmanuel a essayé un peu d'expliquer, mais également pour, par exemple, les enfants avec œdème, à qui on dit qu'il faut attendre que les œdèmes soient plus ou moins fondus. Donc ça nécessiterait vraiment de faire une formation plus ou moins costaud par rapport au relais. Or, le relais n'est pas payé, il n'est pas, même si on va lui donner une motivation, mais cette motivation ne lui permettra pas de tout faire comme un prestataire de soins. Donc, je pense que dans le contexte de la RDC, il faudrait essayer un peu qu'on révisite notre stratégie, mais tout en restant dans les protocoles. Comme on a dit, on ne change pas les protocoles. D'accord, on va discuter aussi comment on gère les enfants, les œdèmes. Il y a une table, on va discuter ça, c'était congolisé. Donc, toi, les gens dire si vous avez décidé les enfants œdèmes, va aller sur les centres de santé, c'est pas aux communautés. Mais merci. Bienvenue, je vous donne juste 1 minute. On est en état de 15 minutes déjà. Ok, merci beaucoup. Avec Dr Bruno, on a discuté sur les questions qui nous sont venues en tête, notamment quand est-ce que le pilotage va commencer. Et deuxième, c'était en rapport avec le ciblage des zones. Est-ce qu'il sera possible qu'on ait dans cette répartition une partie rurale, une partie urbaine? Comme ça, on sera en mesure de faire une bonne comparaison. Et on a encore ajouté un aspect par rapport à la connaissance du contenu qui a été harmonisé. Je pense que vous avez dit que vous avez partagé les documents sur les adaptations acceptées en RDC. Mais on a pensé qu'il y a aussi un défi à relever, notamment les préalables qui devaient être réunis, et les défis que les autres ont ressortis. Voilà un peu ce qu'on a discuté avec le Dr Bruno qui nous venait en tête. Ok, merci. Bon, alors, où on va faire le pilotage? C'est proposé de faire le pilotage à Gombe, Binza aux zones ou aux zones, je ne sais pas. Et Binza Mateo, oui. Les zones à Kinshasa. Vous avez aussi les zones, 2 zones du Manono, Nyankunde,
Amanone, c'est Akalemi, Nyankunde, c'est Ituri. Ça, c'est les 5 zones. Donc, il y en a les répartitions entre les urbains et aussi les villages. Mais ça, c'est les détails qui, je crois, Béatrice et Dr Bruno va partager avec les partenaires après cette formation. Ça va, merci. OK, merci. Alors, on va commencer maintenant. Diapo, s'il vous plaît. D'abord, on va commencer avec les traitements de la mention aiguë non compliqués. Il a compris les traitements médicaux via les RECO et ou les autres membres de CAC, si vous voulez. Mais je crois maintenant les concentrations sont sur les RECO. Mais c'est en ajoutant d'autres volontés. Ça dépend des situations qui sont au terrain. Diapo. Et ici, c'est où on va passer beaucoup de temps. Les autres, il n'y a pas grand-chose à discuter. Pour les avantages, c'est moins cher vers les soins au fossa. Généralement, c'est moins cher. Mais comme je l'ai dit hier, toutes les adaptations, les coûts, ça diminue si la couverture est élevée. Donc, si vous avez juste 20 ou 30 relais communautés qui faisaient le travail, on ne peut pas dire que c'est moyen cher. Non, c'est si vous avez les grandes quantités qui faisaient les soins. Voilà. Le temps d'attente est réduit parce que vous avez presque un relais qui travaille vers 50 ménages. Donc, c'est lui qui manage les enfants qui sont dans les 50 ménages, et on ne peut pas dire tous les enfants dans les ménages, ils sont en malnutrie. Donc, le nombre est le temps qu'ils passent chez les relais communautés ou la place où ils faisaient les activités communautés est réduit. L'accessibilité aussi, parce que maintenant, on met les services aux communautés, ce n'est pas juste au fossa. L'engagement communauté aussi accru parce que, bon, comme on a déjà expliqué, c'est les communautés impliquées. Vous impliquez aussi les CAC pour les stockages des intrants, les sûretés, la sécurité. Vous impliquez les maires pour suivre les enfants, tout ça. Ça réduit aussi les charges de travail pour les gens de santé. C'est une opportunité aussi d'améliorer les liens avec d'autres programmes. C'est possible d'utiliser les mêmes relais pour assurer les gens de trouver l'autre service. Par exemple, si c'est les jeunes assainissement, si c'est la sécurité alimentaire, si c'est les promotions de la croissance, c'est possible de les faire avec un seul relais communauté ou avec les relais communautés qui sont dans cette communauté. Diapo. Les défis. Alors, il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi comment on dit, il y a les peurs. Plusieurs gens avoir les peurs par rapport à la mise en œuvre, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas les défis. Mais aussi, on ne peut pas avoir beaucoup les peurs. Donc, vous avez les défis de qualité, ça c'est sûr, à cause de l'alphabétisation, les relais communautés, à cause des types de formations qui doivent être faits et comment c'est fait. Vous avez aussi d'autres défis qui incluent les qualités, les qualités de rapport, les qualités de suivi de l'enfant, tout ça. Vous avez aussi les défis de la collecte de données et le suivi. Je ne peux pas aller en dire, c'est connu. Bon, les défis, il y en a les défis sur comment remplir les fiches, mais aussi il y en a les défis comment on collecte des données pour amener au fossa ou à la zone. Bon, il y a grandes choses là. Le suivi, ça aussi. Au début de ces activités, on doit avoir les supervisions régulières. Et ça doit, normalement, c'est un challenge à cause des ressources humaines limitées. Tu dois avoir un nombre de supervisions
augmente. L'accès géographique aussi, l'état, l'accès géographique, les transports, les finances, tout ça. Parce qu'on doit augmenter le nombre de superviseurs par village ou par zone, je ne sais pas, parce que le nombre de relais communautés aussi doit être augmenté. Donc, la sécurité aussi, la sécurité des intrants et les matériaux et tout ça, les gants et les matériaux de prévention et contrôle des infections. Il y en a aussi les motivations des récords et il y a plusieurs raisons pourquoi les récords ils ont démotivé. Il y en a aussi les chauffeurs de travail. On ne peut pas dire c'est pas là, c'est là. Parce que maintenant, vous avez les gars qui, c'est les relais comités qui faisaient tout le travail. Ce n'est pas à volonté. Donc, les jours où cette relais comité, il veut faire le travail, c'est toute la journée. Ce n'est pas juste quelques minutes. Ce n'est pas 1 heure pour aller faire les visites à 2 ou 3 ménages. C'est l'activité pour une journée complète. S'il a presque 15 enfants dans le programme, il doit visiter cet enfant chaque 1 ou 2 semaines. C'est lui qui doit donner les médicaments, c'est lui qui doit donner les intrants. Il doit remplir les registres et tout ça. Donc, à la fin, les travaux sont augmentés. Un diapo. Bon, si on utilise les récords, c'est connu, c'est déjà expliqué, il y a les études qui ont déjà fait ça, il y a les pays qui ont déjà expérimenté ça. Donc, les récords avoir les capacités de soigner la maladie aiguë. Même si les écoles n'ont pas bien alphabétisé, même s'ils n'ont pas allé à l'école, ils ont les capacités de soigner les malnutrition. On ne peut pas dire que c'est difficile. Oui, il y a un challenge, mais si on donne les moyens, ça c'est les bonnes formations, ça c'est les ressources, les supervisions et les bons suivis et les motivations et les outils qui n'ont pas compliqués, qui sont simplifiés, le recours va faire le travail. Ce n'est pas un travail très difficile. Ils peuvent aussi dispenser les médicaments. Je ne sais pas si c'était bienvenu Constant qui a dit ça sera un challenge. Oui, on ne peut pas dire que ce n'est pas un challenge, mais c'est possible de le faire. Même les dosages du médicament, si on utilise les outils qui sont faciles à gérer. Mais on doit assurer que le traitement doit être réservé aux enfants malnutrition aiguë sans les complications. Ce n'est pas les enfants avec les complications. Bien pas? Bon. Dans votre plan, votre discussion, c'est la discussion qu'on a commencé au début de cette discussion. Allez dans vos ONG, allez avec les prononuts, avec vos bayas et faites cette discussion. Les discussions de hier, comment on fait ça? Voilà. Donc, il y a les considérations qui doivent être en place. D'abord, c'est les plateformes de relais communauté et PECIMA existants. Si ça, ce n'est pas en place, donc comment tu vas faire le travail si les records n'ont pas en place? Et si les records ne connaissent pas les pessimés ou ne connaissent pas les malades des enfants qui sont connus. Donc, tu dois aussi évaluer les couvertures et la capacité existante des records qui sont là. Il y a compris les lectures, il y a compris aussi leur alphabétisation. On ne peut pas dire, alors on va aller, on crée un outil pour tous les relais communautaires. Il y a les relais communautaires qui n'ont pas la capacité d'utiliser les outils qui existent maintenant. Parce que les outils qui existent maintenant, vous voulez avoir les gens qui connaissent l'écriture et
les calculations, ils calculent quelque chose. Mais c'est possible d'utiliser aussi les gens dans les communautés qui ne connaissent pas beaucoup les grandes choses à lecture ou écriture. Donc, c'est nécessaire d'analyser ça et mettre les plans en place. Comment on ne peut pas utiliser les mêmes outils pour les gens qui utilisent au centre de santé et aller au village pour chercher les actes qui soient alphabétisés. Pourquoi? Parce que si vous voulez chercher les gens au terrain qui soient alphabétisés, cet gens va te demander l'argent. Normalement, ils ne travaillent pas en volonté. Donc, on ne peut pas dire qu'on va travailler en volonté complètement, mais il y en a les différences. Quelqu'un qui a les volontés, il va travailler même s'il vous donne un peu les motivations. Mais les gens qui sont alphabétisés, les gars qui sont finis, je ne sais pas en RD, c'est le système qui est là, les gens qui ont déjà fini les primaires. Si vous donnez ce travail, il va te dire, maintenant, ça c'est le travail, donne-moi le salaire et tout ça. Mais ça, c'est les discussions au terrain. Tu dois aussi considérer les ressources nécessaires. Les ressources nécessaires. Tu vas créer les plateformes, donc c'est le nouveau relais où vous avez déjà les relais, mais tu vas ajouter tu vas augmenter le nombre. Donc, tout ça, tu vas inclure les motivations, les équipements et toutes les mesures pour la prévention et le contrôle des infections donc, pendant le COVID. Tu dois aussi avoir les UNTI ou les fossats fonctionnels existants et connus par les relais communautaires. Les raisons, c'est pour référer tous les enfants. Et pourquoi je dis les fossats? Même si c'est un fossat fonctionnel, cette fossat doit avoir les capacités ou les charger les zones, doit avoir les capacités ou les possibilités d'assurer que cette fossat a les outils et les capacités techniques pour faire le traitement des enfants malnutris ou a les capacités d'envoyer ces enfants au UNTA. Tu dois avoir aussi un protocole ou communication en place par le ministre de la Santé qui permettre les records de fournir le traitement médical. Et je crois, Maman Béatrice, il a présenté cette lettre qui dit pendant le COVID, le ministre, il a donné à tout le monde l'autorisation de faire les approches simplifiées ou a fait les recommandations qui sont dans les manuels. Et dans les manuels, nous avons aussi les approches simplifiées. Diapo. Bon, tu dois aussi considérer la formation. Je crois que tout le monde a déjà mentionné ça dans les discussions d'aujourd'hui, hier et aussi les premiers jours. Les formations sont nécessaires. Il n'y a pas les choses à faire ou à dire si vous n'avez pas les formations. Même si c'est l'orientation des gens de centre de santé ou les formations des relais communautaires ou l'orientation des relais communautaires qui fait le paiement, mais tu dois avoir quelque chose. Orientation ou les formations. On ne peut pas donner les boîtes d'images et dire les gens vont aller commencer. Ça ne peut pas marcher. Disponibilité des équipements et les intrants et les médicaments essentiels. Bon, les médicaments essentiels ici, normalement, c'est l'amoxicilline et les médicaments du pérastage et les vitamines A si vous n'avez pas les campagnes en masse. Les supervisions, ça, on ne peut pas laisser. Dans votre plan, s'il vous plaît, inclus ou planifier pour les supervisions. Et plus fréquent au début, c'est possible de les faire les supervisions à chaque semaine dans les premiers 3 ou 6 mois. On ne peut pas juste faire les formations, on donne les relais communautaires où vous mettez vous disponibilisez les équipements, les fournitures, les médicaments dans au CAC pour 6 mois et tu peux aller après 3 ou 4 mois de visite pour voir qu'est-ce qui se passe. Non. Au début, ça doit être très, très fréquent. Tu dois avoir aussi un système de communication efficace entre les relais communautaires et les fossats.
Je ne peux pas discuter en détail, c'est pour assurer le bon suivi des activités qui sont en cours, c'est pour transmettre les rapports, c'est pour suivre l'utilisation de fournitures et les médicaments et tout ça. Diapo. Les chaînes d'approvisionnement au niveau communauté. Je ne donne pas ici comment tu vas faire tu vas assurer les bonnes chaînes d'approvisionnement, mais pour planifier, pour assurer une bonne chaîne d'approvisionnement, tu dois regarder les propositionnements. Comment tu vas assurer les disponibilités des intrants à tous les niveaux. Vous avez les stocks contingents, vous avez un plan de distribution. Vous avez planifié les distributions régulières. Il y en a les places où s'il y en a beaucoup le plus, l'accès est coupé, tout ça. Vous avez considéré la sécurité, je ne sais pas dans les 5 pays, dans les 5 zones si la sécurité est OK ou non, mais tu dois planifier pour ça parce que c'est possible que tu mettais les plampinates là et les gens vont voler les plampinates et ce n'est pas les gens au centre de santé ou ce n'est pas les chefs de cap, mais c'est les gens des villages. Donc, tu vas aussi considérer les mesures pour éviter les ruptures de stock. Et les mesures, ce n'est pas juste disponibiliser les intrants. C'est possible de disponibiliser les intrants, mais c'est mal géré. Mais donc, si vous donnez quelqu'un 5 ou 15 cartons de plampinate et c'est mal géré et c'est volé, tu vas avoir aussi les ruptures. Donc, quand on discute des ruptures, on ne peut pas dire juste les quantités disponibles ou tout ça, mais voir aussi les différentes raisons pourquoi c'est possible d'avoir les ruptures. Les procédures de suivi de l'utilisation, ça c'est nécessaire. Et c'est pas juste les suivis maintenant jusqu'au centre de santé, c'est les suivis jusqu'au ménage. Donc, comment c'est fait, qui va faire? Et la fréquence. Et il voulait demander quelles questions. Les mesures de contrôle appropriées de la prévention des infections pendant les transports et les manutentions des fournitures. On est sur le COVID, donc on doit respecter les mesures qui sont en place à tous les niveaux. Voilà. Diapo. Donc, avant de continuer maintenant sur les formations, il y a des questions? Il y a des questions? Oui, Pascal et Jeff. Oui, Pascal. Alors, oui, Jeff. Juste une question. Je ne sais pas, les études qui ont été faites et l'expérience que j'ai sur les approches simplifiées ont été beaucoup plus menées en Afrique de l'Ouest. Et L'Ouest et l'Est. N'est-ce pas? Et à l'Est aussi pour le Soudan et le Kenya. Bon, pour ceux qui sont proches de nous, en fait, j'étais en train de voir, en regardant un peu les systèmes en Afrique de l'Ouest. Ils parlent justement ils parlent de la prise en charge au niveau communautaire, mais c'est plutôt au niveau décentralisé. C'est-à-dire que c'est une structure qui existe, on parle de la case de santé. Dans notre système ici, on est en train de privilégier les CAC ou encore les RECO, que j'essaie justement, bon, je voulais revenir sur la partie beaucoup plus, comme je l'ai dit au début, la grande question va être au niveau de gestion des intrants. Est-ce que ces études menées ont analysé au moins ces niveaux-là en termes d'engagement? Mais ma question, c'est beaucoup plus parce que vous avez dit, oui, il y a une réduction des charges au niveau de la structure de la structure sanitaire, mais il y a quand même une augmentation de la charge pour les relais communautaires. Cela veut dire que les relais, parce que c'est un travail, on disait au début, c'est un travail volontaire.
qui vont être de faire. Mais avec cette approche, ils risquent maintenant de faire une activité tous les jours. Tous les jours et tous les heures, parce que tous les enfants ne viendront pas le même jour. Alors, j'étais en train de voir, est-ce qu'il y a une analyse dans ce sens-là pour dire quel est vraiment les degrés d'engagement, d'autant plus qu'avec cette approche, on risque de modifier un peu notre considération et notre façon de motiver les relais communautaires tels que définis dans les guides. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair pour moi, mais je ne sais pas si c'est Béatrice qui a la possibilité de répondre à ça. Mais juste, oui, Annie, je te vois et Pascal, j'arrive. Juste pour dire, par rapport aux expériences des autres pays, il y en a les sous-charges, mais normalement, ce n'est pas les normes. Tu trouves un relais communauté avec juste 10 ou jusqu'à 20 enfants pour gérer. C'est pas tout, on ne peut pas dire que c'est tous les enfants dans les communautés qui sont malades avec les malnutrition. Le nombre est diminué. Donc, il ne peut pas travailler toute la journée, toute la semaine et tout ça, mais c'est possible de travailler une journée ou 2 journées dans des semaines. Mais il y a, comme tu m'as dit, mais aussi, le contexte est différent. Donc, tu vas trouver un moyen comment on faisait ça. On ne peut pas voir les autres gens, mais c'est nécessaire de voir le travail, les contextes de RDC. On dit, voilà, maintenant, nous avons un relais communauté par un village, mais il y a combien de ménages dans les villages? Il y a les possibilités d'avoir combien d'enfants malnutris dans 7 villages. Aussi la possibilité, aussi la prévalence ou les incidences, comment on appelle l'incidence? L'incidence est... bon, je ne sais pas les pourcentages, mais à la fin, cette information va te dire, voilà, dans ces villages, nous avons 1200 ménages. Il y a la possibilité d'avoir 20 ou 15 enfants, 6 à 59 mois en malnutri dans 7 ans. Donc, si c'est 50 enfants, on voulait avoir combien de relais communautés chargés par le travail dans cette communauté, et ça dépend aussi à d'autres choses, les dispensions géographiques, les moyens de transport et beaucoup de choses. Donc, c'est les choses qui doivent, à la fin, on discute. On ne peut pas dire, nous, on est comme ça, donc ce n'est pas possible de le faire. À mon avis, dans chaque... oui, je t'ai compris, mais je donne l'explication. Donc, je peux ajouter un aspect, Martha, parce que ce n'est pas seulement la prise en charge. Je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est toutes les activités. Ce relais communautaire ne va pas seulement faire la prise en charge de cet enfant. Elle est impliquée dans les autres activités au niveau communautaire. Et la partie qui est beaucoup plus capitale pour moi, c'est l'aspect de gestion. Parce que la gestion d'intrants va même faire en sorte qu'ils ne suivent pas les autres enfants. Parce qu'il faut s'assurer. Je ne pense pas qu'il y a un lieu où on va déposer les intrants. Et la plupart des fois, vous allez trouver, c'est dans la maison de ces relais-là où peut-être les cartons de plan vintage vont se retrouver. Donc, ça va même impliquer à ce qu'il y a d'autres besoins. Mais c'est que c'est possible, je ne refuse pas. Mais je demande seulement qu'il y ait une analyse tellement contextuelle avant qu'on s'y lance. Il n'y était pas une analyse spécifiquement, mais ils ont dit dans les différentes études, les relais communautaires, ils ont fait sans problème par rapport aux intrants. Donc, ça dépend du contexte. Mais les études que j'ai liées, ils ont dit qu'ils n'étaient pas en grande chose par rapport aux intrants. Mais aussi, ça dépend beaucoup des choses. C'est quel système qui est là pour gérer les intrants? Soit les sécurités où les gens ils viennent chez les relais communautaires et volent les intrants. Vous avez quel système? Tu vas responsabiliser les CAC ou quoi? Donc, ça, c'est les considérations que tu dois mettre à discussion avant de continuer commencer le travail. Oui, Pascal, je vous donne 1 minute. OK, merci. C'est juste pour te compléter à ce que Jeff disait. Si on a des CAC bien organisés et on fait un système de cogestion des intrants, je pense que ça peut aller dans le même sens. Mais moi, ma crainte, c'était lorsque nous avons capacité les récours et ils soignent bien la malnutrition, après, on est bien soigné et que peut-être la maladie passe. Bon, ma crainte, est-ce qu'ils ne peuvent pas se prévaloir potentiellement
des soigneurs avec donc contre certaines maladies, et en quelque sorte, ils deviennent aussi des charlatans pour d'autres problèmes de santé. C'est juste ça. OK. Annie? Annie? Oui, Annie. Je crois qu'elle a un problème avec son Internet. Oui, docteur Bruno. Elle a oublié sa main. Peut-être qu'elle a oublié de désactiver. Oui, docteur Bruno. Oui, par rapport à la sécurité des intrants, normalement, là où les CAC existent, c'est mieux que les intrants puissent être gardés au niveau des CAC, comme ça, les relais est redevable de la gestion de ces intrants vis-à-vis des CAC. Mais j'avais quand même une petite préoccupation pour savoir, maintenant, là, comme les relais, elle va prendre en charge la malnutrition et puis on a remis quand même les médicaments entre ses mains. À des endroits, il y a risque que les relais puissent solliciter une forme de motivation. Je ne sais pas les expériences des pays qui ont y appliqué l'approche simplifiée. Quelle a été la forme de motivation qu'on accordait aux relais communautaires? Voilà, il y a les motivations, ça dépend, mais ils donnent, certains pays ils donnent quelques argent, certains pays ils ajoutent des choses pour les hygiène et assainissement comme les savons et les bassines et tout ça. Les autres, c'est l'avantage d'une communauté où les gens des communautés donnent quelque chose à cette relais communauté. Mais il y a été aussi, je ne sais pas si c'est là en RDC, il y a été les places où les fossats avoir je peux parler en anglais, qui va m'aider traduire. Health Committee, comité de santé ou centre de santé. Comité de développement de santé. Voilà, donc il y en a les pays où il y a les comités de développement de santé et cette comité, il y a l'argent, il trouve l'argent, il reçoit l'argent sur les ventes de papier pour les diagnostics ou sur autres moyens et il utilise cet argent pour payer, ou on ne peut pas dire payer parce que ce n'est pas le salaire, pour donner quelques motivations aux les qui bien travaillent. Et aussi, il donne, s'il y a une opportunité dans ce village, il donne cette opportunité ou cette relais communauté comme motivation. Mais il y a été aussi l'argent aussi. Hein? Donc, ça dépend des plans qui sont en place pour les différents pays. OK, merci. On peut les continuer. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu à ces questions. Mais même, je peux demander tout le monde. Il y en a maintenant en RDC les zones où il y a les PCB, c'est ça? Oui ou non? Oui, il y a eu un programme de PCB dans certaines zones de santé. Comment ils gèrent les médicaments? Allô? Oui, Annie. OK. Donc, par rapport à la PCM existe en RDC et donc avec les approches communautaires, la PCM utilise les sites de soins. Donc, au niveau communautaire, ils ont fait, c'est comme si on utilise les relais, la communauté, mais site de soins. On appelle ça site de soins, comme une sorte de centre de santé dans la communauté, où tout le monde y va. Mais c'est un peu différent de ce que nous, on veut faire avec les approches simplifiées. On dit, les relais doivent aller porte à porte pour suivre les mamans. Mais là-bas, c'est dans la communauté, mais la communauté vient dans un site bien spécifique. Ouais. OK. Bon, c'est possible d'utiliser cette moyenne si vous avez une bonne matériau pour les personnels, si vous mettez en place toutes les choses nécessaires pour éviter les transmissions du COVID. Pascal, tu peux mettre vos questions dans les chats parce qu'on a passé beaucoup de temps. Je peux connaître si ce n'est pas un problème. Donc, pendant la formation, c'est nécessaire
d'informer les relais communautaires qui ont conscience de l'achèvement des signes du COVID-19 et ces malades infantiles courants. Parce que les signes sont presque les mêmes. Pour les palu, vous avez les fièvres. Pour les COVID aussi, vous avez les fièvres. Donc, tu vas mettre accent sur cette discussion. Les mesures de contrôle, de prévention des infections et l'équipement de protection individuelle, comment ils utilisent les gants, comment ils utilisent les masques et l'utilisation des savons et tout ça. Les procédures de visite à domicile, qui a compris les mesures de prévention des infections et les communications mobiles. Donc, les relais communautaires va assurer les mesures, même s'il fait les visites à domicile, même si les gens ils viennent chez elle ou chez elle, il doit assurer les suivis des mesures de prévention et contrôle des infections. Et aussi, tu dois aussi assurer une bonne communication mobile. Voilà. Respecter la politique en matière de malades. Et la politique ici, c'est là. Si cette relais comité, il a soupçonné d'avoir les COVID-19 ou il était en contact avec un patient du COVID-19, il doit arrêter les activités de soins pour les enfants. Jusqu'à ce temps où c'est bien clarifié qu'il n'est pas malade. Même s'il a les maux de tête, il ne peut pas faire le travail jusqu'à quand c'est clarifié qu'il n'est pas malade. Donc, pendant le COVID, il doit utiliser la procédure de non-contact pour évaluer les signes de danger qui a compris les signes du COVID-19. Et les procédures de non-contact, c'est où il demande certaines questions aux mères ou soignants et il va analyser ces questions pour décider si cet enfant est malade ou il a les signes de danger pour renvoyer au centre de santé ou il n'est pas, puisqu'il commence les soins, qu'il commence l'admission sur le traitement de malnutrition aiguë. Diapo. Autre chose aussi, tu dois encourager les mères ou les soignants à continuer à chercher des soins de santé. S'il y a une détérioration pour cet enfant, tu dois aussi former les relais communautés sur la façon d'enseigner les mères ou les soignants comment il va utiliser les PB et évaluer les ODM. Comme on a dit hier, c'est les RECO ou c'est l'agent de santé qui va former les mamans ou les soignants. Donc, pendant leur formation, tu veux les former pour aller former les mamans dans les communautés. Les superviseurs doivent être formés sur le coaching, comment ils vont faire les on-job coaching. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante quand il va faire les suivis dans les communautés. Donc, ça, c'est les superviseurs des relais communautés. Les propositions est d'avoir un relais communauté et les maires ou communautés, mais pour chaque relais, pour chaque ou 2 ou 3 ou 5 ou 6, ça dépend du nombre de disponibilités des ressources, tu dois avoir un superviseur qui est là pour suivre leurs activités, pour suivre comment ils font l'activité, la qualité, la mise en œuvre de gestion des intrants et tout ça. Diapo? Voilà, on a déjà discuté plusieurs fois sur les mesures de prévention et contrôle des infections. Et les premières, c'est éviter les activités dans les foules. Il doit aussi assurer les distances physiques du 2 mètres. Il doit aussi communiquer cette mesure à la communauté pour réduire ou éviter les stigmatisations. Comme on a déjà expliqué, il doit adhérer à une politique de malade stricte. S'il est malade, s'il est soupçonné, il ne peut pas faire le travail. S'il est maire ou les soignants, il est malade ou il est soupçonné, il doit connecter cet soignant ou task force de COVID-19 ou renvoyer au centre de santé. C'est proposé de faire le travail
à l'extérieur pour les consultations. Ce n'est pas dans certaines chambres ou dans la maison, mais ailleurs. Diapo. Lavage de la main, on a déjà discuté avant et après la consultation. Désinfecter toutes les surfaces et l'équipement, par exemple des brassades, les thermomètres, avec l'eau et savon. Pour les brassades, parce que quand il utilise l'alcool, il va toucher les coulants. Les politiques sans contact, on a déjà bien expliqué. Et aussi l'équipement protectif pour individuel pour toutes les relais communautés. Bon, les adaptations pendant le COVID-19, spécifiquement pour la nutrition. Ça, c'est les adaptations qu'on faisait maintenant pendant ce temps, comme les simplifications. C'est les adaptations possibles de continuer à utiliser en futur. Mais pendant le COVID, les premières adaptations pour les brassades, et tu dois prémarquer les brassades pour les mesures de moyenne de 90. Si l'enfant est on fait le PB et on arrive à trouver cet enfant et la moyenne 90, le relais communauté, le RECO va envoyer cet enfant au FOSA. Ça ne peut pas recommander de relais communauté de traiter cet enfant parce que les risques pour la mortalité et aussi pour développer les complications est très élevé pour cet enfant. Tu dois aussi appliquer les déclencheurs de référence. Par exemple, quand pendant le suivi, la relais communauté, il trouve cet enfant, il est dans les zones de rouge PB. Il passe presque 2 visites, ça c'est 4 semaines maintenant. Mais ça vous de décider finalement. Si cet enfant il passe 2 visites et même toujours sous les rouges, cet enfant doit référer au centre de santé pour le suivre par les agents de santé. S'il y a aussi les régressions de la zone jaune ou rouge du PB, cet enfant aussi doit envoyer au centre de santé. Il ne peut, même si cet enfant, il n'est pas un signe de complications, mais leur PB, ils ont continué à régresser. Il doit envoyer au centre de santé. Diapo. Il y en a les gens qui demandent qu'est-ce que tu vas utiliser pour déclencher les marques. On utilise les marqueurs permanents. Ça fait. Voilà. Il y a les tableaux proposés pour les protocoles pour les traitements communautaires. Les tableaux initiaux, ce n'était pas comme ça. Les tableaux initiaux, c'était les tableaux globales. Mais ça, maintenant, c'est les tableaux congolisés. Donc, je voulais te demander de lire les tables, ces deux diapos. Tu peux lire les tables. Si vous avez les questions, vous me donnez les questions, mais moi aussi, je vais donner les questions à les gens de GTT pour continuer. Mais ça, c'était les tables qui étaient congolisées pour les artistes. Tu peux lire et vous me dites s'il y a une question. Le premier tableau, vous me dites, et je peux aller vers le second tableau. Oui, j'ai une question. Bon, est-ce qu'il faut d'abord tous les 2 tableaux, bien même un tableau et puis on pose des questions? Parce que sinon, ça risque de nous... Oui, c'est mieux d'attendre pour lire les 2. Et puis, Martha va répondre à toutes pour vos les questions. 2. Il y a un autre tableau juste après, mais je vous attends pour finir ça avant. On peut aller sur le deuxième, je crois. Oui. Est-ce que tout le monde est prêt? Ou bien quelqu'un a besoin de plus de temps? On peut y aller. OK. Oui, pour moi, oui, c'est fini, mais j'avais une petite préoccupation. Vous m'écoutez, Martha? Oui, je t'écoute. Oui, c'est par rapport au premier tableau. Au niveau de admission INTA.
Alors, vous avez écrit PB inférieur à 115 et EDEM, une croix ou deux croix. Je ne sais pas si c'est une erreur d'écriture ou quoi. Ah, je suis là d'ailleurs. PB rouge inférieur à 115 mm et EDEM bilatéraux, une croix ou deux croix. Or, il est dit un seul critère suffit. Alors, si on prend EDEM et PB, là, cet enfant ne peut pas être traité à l'INTA. Je ne sais pas, est-ce que c'est une erreur d'écriture ou c'est ce que vous avez mis? Le GTT a proposé pour RDC, pour les enfants avec les ODEM, on ne peut pas traiter aux communautés. On envoie au centre de santé. Pour les enfants où leur problème est l'ODEM rouge, alors les PB rouges et l'ODEM, ça c'est, ils ont appelé les critères mixtes. Cet enfant aussi doit être là au centre de santé. C'est pas aux communautés. Non, mais c'est là où il y a mon problème. Parce qu'à l'INTA, on ne peut pas trouver des critères. Un enfant qui a le PB inférieur à 115 et puis avec EDEM. Là, ça devient la forme mixte et là, on ne peut pas l'admettre à l'INTA. Il doit être à l'INTI. Bon, ça, c'était les propositions de GTT. On peut les demander de GTT. Mais tu vois, parce qu'ils ont des... Oui. Malta, vous avez le même critère au niveau de l'INTI. Donc, on ne peut pas l'avoir là-bas. Parce que là, si vous voyez les différences, c'est les complications. EDEM bilatéral. Les différences, c'est les complications. Non, pour non. les UNTI, c'est avec ou sans les complications. Oui. Et tu vois aussi pour les UNTI, si c'est le PBM 90, même si cet enfant, ils n'ont pas les complications, il doit être envoyé au centre de santé. Et si cet enfant, il est avec les ODEM et avec les PBM 115, même s'il a les complications ou non, cet enfant doit être à la UNTI. Donc, pour les UNTA, oui, Martha, c'est là où il y a le problème. Et selon le protocole national, un enfant qui a un PB inférieur à 115 et avec EDEM, c'est-à-dire on l'appelle forme mixte et on ne peut pas le trouver à l'INTA, il doit être à l'INTI. C'est pourquoi quand moi je regarde dans ce que vous avez mis ici, vous mettez PB en rouge inférieur à 115 et EDEM une croix ou deux croix. C'est là où il y a mon problème. Cet enfant ne peut pas être à l'INTA, mais il doit être à l'INTI. Or, il est écrit qu'un seul critère suffit. Le seul critère là, c'est par rapport, par exemple, il a le PB inférieur à 115, il ne peut pas avoir les EDEM. S'il a aussi les EDEM associés, ça devient un cas mix. Et un cas mix, on ne peut pas le trouver à l'INTA ou au centre de santé. Il doit être au centre de santé de référence ou soit à l'hôpital général de référence. C'est là où il y a le problème. On peut donner cette question à l'EGTT, c'est pas moi, s'il vous plaît. Allô, Martha? Oui, Béatrice. Allô? Oui, on t'écoute. Annie. Donc, je pense que au lieu de parler mettre où, on devait mettre où EDEM bilatéral. Donc, c'est ça. Pour avoir, soit on a ou deux croix, là, on reste dans la communauté. Au lieu de dire il y a le problème avec ton connexion. C'est le mélange. Mais ici, docteur Annie, c'est ça la difficulté. Qu'ils enlèvent le « et » là, qu'ils mettent « où ». Parce que quand on met « et », ça montre que cet enfant a le PB. Alors, problème, hein? Oui, il y a oui, j'ai dit, normalement, on devait mettre où? Non, si, je pense, c'est une question, ramener la question au niveau du GTT. Et des EDEM. Oui. Non, il faut ramener la question au GTT. Non, si vous mettez...
Non, si vous mettez où vous revenez à la première proposition. Les gens de GTTP Ciment ici. Maman Annie. GTTP Ciment. Oui. Non, maman, si vous mettez où, vous revenez à la première proposition. Parce que la première proposition, on a déjà mis EDEM bilatéraux, 1 croix, 2 croix. Donc, on ne peut pas le faire. Je pense ici, l'idée, c'était que si l'enfant, donc l'idée, c'est de pouvoir prioriser les traitements au niveau communautaire. Donc, si l'enfant n'a pas de complications, même s'il a un PB inférieur à 115 et les EDEM, il peut être suivi au niveau de l'INTI. Maintenant, c'est cette question-là qu'il faut peut-être débattre avec le groupe pour essayer de voir pourquoi cette suggestion. Mais je crois que c'est pour essayer de prioriser la prise en charge communautaire. S'il vous plaît, docteur Bruno. Il y a le protocole, c'est notre Bible. Nous ne devons pas, même si il y a un groupe de GTT, il doit se conformer au protocole national. Alors, si on doit sortir du protocole national parce qu'il y a un groupe GTT, là, on est en train de tordre les choses. Restons fidèles au protocole. Ou soit, vous nous dites que vous changez le protocole, là, on adhère, ou soit nous restons stricts dans le protocole en suivant les lignes de protocole. Nous, les gens des GTT, nous suivons toujours les protocoles. On n'est jamais sorti en dehors des protocoles. Oui, tranche pour nous, un livre. Non, c'est toi du GTTP Ciment. Oui. GTTP Ciment, hein? Oui. Oui, qu'est-ce que vous avez décidé? Oui, c'est ce que je n'ai rien à décider, mais nous suivons, c'est comme notre collègue dit, nous suivons les protocoles. Le protocole dit que si on a les PB inférieurs à 5,15, ici, là où elle a mis, et c'est là où on devait mettre où. Mais ce qui revient à dire qu'on retrouve au point de départ des EDEM bilatéraux. Donc, c'est un seul critère suffit pour l'INTA. Soit c'est EDEM bilatéral, soit c'est les PB inférieurs à 5,15 mm. Exact, c'est ça. J'ai une proposition parce que ça, c'était discuté dans le premier groupe, c'était discuté dans le deuxième groupe. Je propose, on reprend les questions à les GTT, on demande de les mettre tous les gens qui étaient dans les formations sur un groupe de discussion pour arriver à une conclusion. Bon, sur les protocoles simplifiés proposés, on propose de traiter les enfants sans complications ou communauté. Ça, c'est simplifié, le générique globalement. Mais ils ont décidé en RADC, on ne peut pas mettre les enfants avec l'OSODEM ou communauté. Mais le protocole où on a trouvé cette table, ça dit tous les enfants avec les ODEM, croix 1 ou 2, s'ils n'ont pas les complications, on fait le travail par les relais communauté. Mais les gars ici, ils ont dit non, pour les gens avec l'OSODEM, il y a les possibilités de tomber sur les complications. Donc, on ne peut pas traiter ces gens en communauté. On traite ces enfants à la UNTA ou à la UNTI si il y a les complications. Je crois que c'est pourquoi il a mis les ODEM aussi et les PB rouges avec les ODEM. Mais si vous voulez faire les discussions, parce qu'on ne peut pas finir cette discussion ici, je vais proposer, parce qu'à la fin, je vais les mettre tout le monde, tous les 3 groupes dans un email où on va faire 16 points d'interrogation et je vais laisser les GTT et les autres pour continuer cette discussion. Parce que même quand on discute ici, on ne peut pas arriver à la fin. Hein? C'est ça? Il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? OK. Diapo? Non, une question, pardon. Oui. Le premier tableau, j'étais en train de vouloir voir je peux voir le premier tableau.
Est-ce que c'est ça, c'est le deuxième, hein? Non, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Donc, j'étais en train de vouloir, là où il y a critère de transition de 2 à 1 sachet. On a dit ici 2 mesures consécutives. On décharge après les 2 mesures consécutives. Non, on va après le deuxième. Donc, c'est la troisième visite où, justement, on commence à donner les 1 sachet, c'est ça? Pour comprendre un peu l'idéal qui est là. Oui. Allons-y au deuxième tableau. Bon, c'est juste une question de compréhension pour la façon dont ça a été écrit. Hein. Qu'est-ce qu'on est en train de penser? Je ne sais pas quelle était la discussion sur si c'est un réco. Les traitements doivent se passer où? Chez les récos ou bien chez la mère visitée? Est-ce que c'est les récos qui se déplacent ou bien c'est les familles qui vont chez les récos? Ça dépend qu'est-ce que tu voulais faire. Pendant le COVID, on dit que c'est le relais communautaire qui se déplace. Mais ça dépend aussi. Si vous avez une bonne, si vous avez une bonne mesure de prévention et de contrôle des infections, c'est possible de venir des relais communautaires. Mais les propositions sur les manuels et qui les relais communautaires se déplacent chez les soignants. Tout à fait. Au début, je pense si on doit adopter ces protocoles, ça veut dire que ça va être chez chez la mère, quoi, ou bien chez l'enfant. Pour dire peut-être le langage. C'est juste le langage qu'il y a dans les textes qui pourra changer. Ça, c'est toujours les gestes. C'était, comme je l'ai dit, c'était très, très congolisé. C'est comme il a dit. Donc, il y a Oui. Donc, il y a quelqu'un qui a un problème avec les médicaments et tout ça. Sur les simplifications, on donne pas les amoxicilline basées sur le poids. On donne basé sur l'âge. Donc, tous les enfants 6 à 11 mois, c'est 1250 mg. Ça, normalement, ça dépend les types, les comprimés que tu as. Si c'est les comprimés de 1250, c'est un comprimé. Si c'est comprimé de 500, il va couper en 2 parties. Et pour les enfants 12 à 59 mois, ça fait 500 mg. Donc, c'est quoi? On dit c'est facile à gérer parce qu'il n'y a pas les calculs. On explique les relais comité, les quantités, les comprimés à donner, basés sur les milligrammes qui sont dans les comprimés. Alors, Martin. Oui, Annie, je vous donne juste 1 minute. Hein. OK. Oui. Donc, c'est pour la partie médicaments. Normalement, pour bien congoliser, pour l'albendazole, il fallait aussi mettre mébendazole. Parce que généralement, ce qu'on utilise, c'est le mébendazole, mais lorsqu'il y a rupture, c'est pour cela qu'on utilise l'albendazole. Et également, bon, je pense qu'il faudrait, parce que là, on est devant les réco, au lieu de dire 200 mg, parce qu'il ne saura pas, parce que le comprimé d'albendazole est à 400 mg, il faut dire demi-comprimé. Il va couper le comprimé, au lieu de dire 200, parce qu'il n'existe pas de 200 mg. Et également, pour l'amoxicilline, bon, c'est vrai qu'on peut faire la commande des comprimés dispersibles, mais généralement, comme on est en pédiatrie, on utilise les sirops. Donc, c'est peut-être l'élément qu'on devait aussi adapter pour faciliter, surtout que ça va se faire au niveau de la communauté pour éviter trop de dégâts. Merci. OK. Oui. Bon, ça c'est une inquiétude personnelle hein, par rapport au dosage d'amoxicilline. Je sais que si on ne tient pas compte du poids, on va créer un jour de résistance des germes qui étaient sensibles aux amoxicillines. Et ça sera très fatal à la longue avec les enfants. Je sais que vous simplifiez les choses par rapport au poids, mais à la longue, ça peut encore nous rattraper parce que le dosage d'un médicament est lié strictement au poids. Strictement, vraiment. Bon, ça, je crois que c'est hard ici, mais plusieurs pays, ils donnent
comme ça, hein. Mais je n'ai pas les connaissances de ça. Je peux envoyer cette question au groupe technique de travail. Il va me donner les réponses et je vous envoie les réponses sur les emails. Je peux envoyer ton souci après les formations. OK, merci. OK, j'ai bien compris. OK. Je vais écrire ça. Hein? Même en ce qui concerne la vitamine A, on peut rendre beaucoup plus facile auprès des récords en mettant la couleur bleue et couleur. OK. OK. Alors, on peut continuer. Je vais mettre cette question à la GTT. Papa, Pascal, vous les gens de GTTP CIMA là. Oui, je vous écoute. Voilà. Les activités de provoquer Pascal. C'est les gens de GTT qui ont mis les choses. Tu étais dans le groupe. Hein? C'est lui qui va faire le travail après ici. Voilà. Les activités pour les récords, pour le traitement manumission aiguë pendant le COVID, je crois que quelqu'un il a demandé cette question hier. C'est le récord qui va évaluer la présence et l'exposition à COVID-19. C'est lui qui va évaluer les signes de jet de la PCMR en utilisant l'évaluation non-contact. C'est lui qui va calculer et fournir les doses biohabdomadaires de l'ATP. C'est le relais comité encore qui va remplir le registre, donner le traitement médical de routine. Il y a quelqu'un qui a demandé cette question. C'est lui qui va faire les sensibilisations et c'est lui qui va faire les visites à domicile pendant le COVID. En ajoutant d'autres activités que je ne connais pas. Et les soignants, c'est lui qui va évaluer le bébé et vérifier l'œdème observé par les RICO. C'est lui qui va effectuer les tests d'appétit. En général, c'est lui qui est responsable à son enfant. Si cet enfant il est malade ou il y a un cas de détérioration, c'est la responsabilité des soignants de l'envoyer cet enfant au RICO ou les centres de santé. En bref. En ajoutant d'autres activités comme assurer les bonnes pratiques de l'ange. Voilà, les processus de l'évaluation du traitement communauté, malheureusement, ça c'est toujours en anglais. On n'est pas encore traduit ces documents en d'autres langues, mais ça c'est comment les processus, comment on gère les activités au comité par les relais communauté. Oh, d'abord, c'est assurer les mesures de prévention et contrôle du COVID. Ça, c'est pour assurer qu'entre les relais communauté et les soignants, il y a 2 mètres. Et c'est ailleurs, ce n'est pas dans la maison ou ce n'est pas dans une salle. Et aussi, il va laver la main, il va faire l'évaluation pour les COVID-19. Et donc, comme on a dit dans les formations, on va former les records sur les symptômes et les signes du COVID-19. S'il trouve cette famille ou cette soignant et l'enfant, ils ont exposé, il envoie ou il appelle ou il la connecte ou il envoie cette famille ou cette couple mère-enfant chez les personnes qui sont responsables pour le COVID. Mais s'il trouve que cet enfant n'est pas exposé, il continue le travail. Il demande les mères de faire évaluer les œdèmes. Donc, s'il trouve que c'est le œdème, tu vois ici dans les génériques, on dit si c'est l'œdème à grade 3, il va référer. Mais nous avons décidé en RDC, tous les types les œdèmes, même si c'est grade 1 ou grade 2, doivent être envoyés au centre de santé. Donc, quand on faisait les documents de RDC, on doit changer ça. Donc, quand il trouve aussi cet enfant, si cet enfant a les autres signes de décès ou les complications, il doit aussi renvoyer au centre de santé ou les FOSA ou les UNTI. Donc, quand il trouve qu'il n'y a pas les signes,
il demande les mails de mesurement du PB. Et si c'est le PB en RDC, bon, tout généralement, si c'est le PB moyen ou inférieur à 90 mm, cet enfant doit être référé. Si c'est un enfant 115 jusqu'à 127, non, en moyenne 90 jusqu'à 115, moyenne 115, sans complications, en RDC, il faisait le traitement ou il admis dans le programme. Mais si cet enfant il a les complications, il doit être envoyé au centre de santé. C'est la même chose pour les enfants qui sont en jaune et pour les enfants qui sont en rouge. Pour tous les enfants, les recommandations et pour les premiers jours ou pour les jours d'admission, pour tous les enfants, ils faisaient les tests d'appétit. Si l'enfant il passe le test d'appétit, il est admis sur le programme. Si l'enfant ne passe pas le test d'appétit, il l'envoie au centre de santé. Et à la fin, il faisait aussi les sensibilisations. À la fin, il finit le travail et il entre chez elle ou il va aller à une autre maison pour continuer le même travail. Diapo. Voilà. La suivi. L'idée est d'assurer que les relais collectent toutes les informations nécessaires ou les informations qui sont très pertinentes. On ne peut pas les commencer les demander de collecter les informations qu'on ne peut pas utiliser maintenant pendant le COVID. Donc, les admissions, l'utilisation des intrants, combien garçons, filles, ça c'est là, c'est possible de collecter. Mais on ne peut pas demander les autres informations comme les distances il a travaillé dans les différentes la maison. C'est possible de les demander ça pendant les suivis et les discussions, mais ce n'est pas nécessaire maintenant dans les rapports. L'information qui est nécessaire, c'est les enfants malnutris, les taux de guérison, combien guéris, l'utilisation des intrants et les déparastages et tout ça. Les records doivent effectuer des visites régulières à domicile. Il va respecter les mesures de prévention et contrôle des infections. Il doit maintenir la communication entre l'air et les fossats. Ça, on a déjà discuté les raisons pourquoi c'est nécessaire de maintenir la communication. À diapo. Il doit utiliser les outils existants avec les changements très limités. S'il est déjà connu comment utiliser ces outils et s'il a les capacités de remplir ces outils et donner les rapports. Mais s'il n'est pas bien formé, s'il n'a pas les capacités, c'est possible d'utiliser des outils simplifiés. On va voir ça dans quelques minutes. Il doit mettre en place des moyens de... Nous, tant qu'il est partenaire, les gens qui soutiennent les relais communautés, les fossats, tout ça, doit mettre en place des moyens pour obtenir les données de la communauté. Comment tu vas prendre les informations qui sont avec les relais pour arriver au centre de santé, après ça, jusqu'au niveau national. Diapo. Pour la formation, tu peux utiliser les plateformes de formation qui sont, hier on a vu presque 2 plateformes, si vous avez les capacités. Tu dois utiliser aussi les vidéos et tu dois faire les questions, les frequently asked questions. Vous utilisez les vidéos, il y a les vidéos disponibles. Je peux chercher si les vidéos qui sont en français. Mais si je n'ai pas, je crois, les différents partenaires, ils ont, je crois, ACF, MSF et les autres partenaires probablement avoir cet rapport. Il doit suivre les procédures mentionnées pour la formation de PB famille, comme on a discuté, la distance physique, lavage de la main, aide d'emploi pour chaque réco individuel, les listes, fiches de présence pour enregistrer toutes les informations pertinentes, si c'est nécessaire d'aller chercher quelqu'un qui a participé dans les formations s'il y a un soupçonné de COVID-19 et autre chose. Diapo.
Nous avons aussi la boîte d'outils simplifiée. Ça, c'était à discuter hier sur les webinaires. Les gens qui n'étaient pas sur les webinaires, il y a les registres simplifiés pour les enfants sévères. Vous avez aussi les registres pour les enfants modérés, ou vous avez les registres combinés pour les deux cas, sévères et modérés. Vous avez des outils de travail comme les calculs de dosage, les calculs de médicaments, les processus d'évaluation et de traitement, et les messages d'alimentation de l'ATP et comment mesurer aussi les PB. Diapo. Voilà, ça c'est un exemple de registre. C'est là écrit les noms, les sexes de l'admission. Donc ça c'est un registre combiné. Vous avez ça c'est un registre combiné. Si tu vois, vous avez l'admission masse et l'admission MAM. Donc si c'est l'admission masse, tu peux souligner les parties masse. Si c'est l'admission MAM, tu peux souligner les parties MAM. Comme on a déjà expliqué pour les médicaments, si c'est un enfant 6 à 11 mois, tu peux utiliser 25 à 250 mg. Et le relais comité va toucher juste. Il n'y a pas grand chose à écrire. Il va toucher où l'information est nécessaire. Il y a les fiches à remplir disponibles où c'est possible de les changer, où on a mis 250, c'est possible de les mettre un demi-comprimé, où c'est possible de les mettre, je ne sais pas, qu'on va utiliser disponible. Pour les albendazole, c'est possible de les changer sur les bendazole, tout ça. Donc ça, c'est un tableau où c'est une fiche qui est très simple à utiliser si les gens ont bien compris. Parce que c'est juste mettre les croix, où c'est rouge, où c'est jaune, où c'est vert. Et explication si cet enfant il a les signes de danger, cet enfant, on envoie au centre de santé ou UNTA. Cet enfant, s'il a passé beaucoup de temps sur le système, s'il est arrivé jusqu'à la visite, la 8e visite, et on dit la 8e visite parce que ça, c'est basé sur les visites bihebdomadaires. Donc, les 8e visites, c'est presque 16 semaines. Donc, si cet enfant est arrivé à ça, on peut pas, on va décharger comme les non-réponses et on l'envoie au centre de santé, comme c'est là dans le protocole national. Ça, c'est juste un exemple. Et normalement, c'est une fiche par un enfant. Diapo. Ça, c'est un exemple de calculatrice d'âge et de médicaments. Bon, c'est facile à utiliser. On dit pour les enfants 0 à 5 mois, on ne donne pas les amoxicilline, on ne donne pas les albendazole. Et les premières, c'est en rouge, c'est les enfants sévères. Et aussi, au-dessus, c'est les enfants modérés, c'est jaune. Les challenges que là, pour les gens, ils disent ça doit être en couleur. Donc, tu vas dépenser l'argent pour imprimer ça. Si vous voulez utiliser, parce que si tu mets dans un autre, si tu mets dans un noir et blanc, tu ne peux pas trouver les bonnes explications. Donc, pour les enfants 6 à 11 mois, où il y a les croix, on ne donne pas 7 médicaments. Où il n'y a pas les croix, tu donnes le médicament. C'est aussi facile à utiliser. Donc, quand je l'envoie les gens les présentations, même les kits de agents de santé, tu vas voir ce tableau. Les fiches sont déjà en français parce qu'on a envoyé pour les gens pour commencer à utiliser. Mais les kits ou les kits actuels n'est pas encore en français. Mais pour ça, on a mis en français parce que les gens, ils ont demandé pour commencer à utiliser. Diapo. Voilà, on est arrivé à la fin de
utilisant les relais communauté pour l'étudiant et le management du malnutrition aiguë sévère. On va passer en bref sur parce que le temps a déjà passé, on n'a pas encore fait les post-tests. On va aller maintenant sur l'utilisation uniquement des PB et de la présence des œdèmes comme les critères d'admission. Diapo. Voilà. Comme c'est là, c'est ça, on utilise les PB et la présence de l'œdème pour faire les admissions, les suivis et les sorties. Et tu vois, c'est là déjà dans les tables qu'on a déjà présentées. Tous les enfants, il y aura leur PB mesure et la présence des œdèmes évalués. Les enfants sont admis sur les PB 100, à moyenne de 125 au lieu de 115. Comme on a fait comme on fait maintenant. Donc, tous les enfants qui sont 125, on a mis sur le programme. Voilà. Diapo. Pour la réduction de la fréquence des visites de suivi, ça aussi c'est clair. Tu veux diminuer. Maintenant, les protocoles disent pour les enfants sévères, c'est 1 fois par semaine. Pour les enfants modérés, c'est 1 fois par 2 semaines. Mais les recommandations, Diapo, les recommandations sur les manuels, c'est les visites de suivi 1 fois toutes les 2 semaines. Et tous les mois, un cas de restriction totale de la mobilité de la population, au maximum 8 semaines, si les services de santé sont temporairement suspendus. Mais je crois que ça, c'est pas le cas en RDC. Les activités sont en cours. Donc, les propositions est de faire les 2 semaines pour les enfants. Mais les relais comités ont la responsabilité de suivre spécialement les enfants sévères chaque semaine. Ça aussi, ça dépend des disponibilités, les ressources, le nombre de relais qui sont là. Mais il a les comités qui font les visites à domicile chaque semaine. On ne peut pas aller sur les discussions. Pour quelle période vous voulez proposer parce que c'est déjà décidé dans les discussions. On a déjà décidé de les faire les visites 1 fois par les 2 semaines et visites hebdomadaires pour les enfants qui sont les sévères. Ça, c'était déjà proposé pendant les discussions qui ont été faites. Diapo. Voilà. Finalement, on va discuter à quelles mesures pouvons-nous mettre en place pour assurer le contrôle de qualité et les suivis et les supervisions efficaces. Je voulais je voulais faire 2 groupes de gens. Et le premier groupe va discuter comment assurer les qualités. Et le deuxième groupe va discuter comment assurer le suivi et la supervision efficace. C'est les discussions de 5 minutes. Donc, si vous arrivez dans les break rooms, s'il te plaît, commencez les discussions immédiatement. 5 minutes. Après, nous avons 5 minutes pour les discussions. Après ça, on va aller faire les post-tests. On peut y aller maintenant. Je peux donner 2 minutes pour le premier groupe et 2 minutes pour le deuxième groupe. Après ça, je voulais te demander, s'il vous plaît, vous me donnez presque 25 minutes pour aller faire les post-tests et l'évaluation du test. Après ça, on va revenir pour clôture par Dr. Bruno. Donc, je vous demande presque 30 minutes encore, si c'est OK. C'est OK? Oui, c'est OK, Martha. D'accord, merci. Merci, Martha. Tu as dit quoi? Le premier groupe, oui? Le premier groupe était constitué de Béatrice, Constant et Bienvenue. Nous avons travaillé sur
que faire pour assurer le contrôle de qualité? Oui. Nous avons dit que pour qu'on soit en mesure de faire le contrôle de qualité, il faille qu'on ait assuré la capacitation à travers la formation des acteurs et des membres de CAC. Nous avons pensé que si on forme les acteurs communautaires et des membres CAC, c'est déjà un point de départ. Mais maintenant, notre contrôle de qualité sera fait pas à travers des supervisions formatives auprès des relais qui vont être réalisés par les IT, des aires de santé, en direction de ces acteurs comme donc de ces relais-là et de l'équipe cadre des zones. Deuxième niveau de supervision, c'est la supervision formative auprès de mères des enfants bénéficiaires qui va être assurée par l'IT et des membres de l'équipe cadre des zones. Bon, voilà. Je ne sais pas si les membres du groupe 1, si j'ai omis ce qui a été discuté ensemble. D'accord, merci. Et le deuxième groupe? Oui. Nani, Patrick. Patrick. Patrick Mbouy. C'est Mbouy qui veut parler. Emmanuel Mbouy. Ok, merci beaucoup pour la parole. Nous avons travaillé sur les suivis et supervision. Alors, ce qui a été retenu pour notre groupe, on a dit que nous devons faire le suivi post-formation. Tel que le premier groupe vient de le dire, ils ont déjà formé, mais nous, dans le suivi et supervision, nous venons après la formation pour maintenant faire un suivi post-formation ou soit une supervision formative. Et là, nous avons un peu épinglé par rapport à ça, ça sera des suivis rapprochés. D'abord, au début de l'activité, ça sera des suivis rapprochés pour voir vraiment réellement ce que nous avons formé. Est-ce que les gens ont intériorisé? Est-ce que c'est ce qu'ils pratiquent? Et après, maintenant, nous allons faire une relaxation pour ceux qui se sont plus adaptés. Et nous allons encore être rapprochés à ceux qui ne se sont pas encore bien adaptés. Il faut au fur et à mesure, jusqu'à tel moment qu'ils vont s'approprier de l'activité. En quelque sorte, c'est faire avec et faire. Alors, c'est dans ce sens-là que nous allons faire les suivis et supervision. Et là, nous voulons aussi mettre l'accent par rapport à l'échelonnage, c'est-à-dire le BCZ qui fera la supervision au niveau de l'IT. L'IT aussi à son niveau fera la supervision au niveau des RECO. Les RECO aussi à son niveau va accompagner les maires qui doivent faire aussi les PB et aussi même dans la prise en charge, comment ils doivent prendre les ATP ou les médicaments. Est-ce qu'ils ont pris, est-ce qu'ils n'ont pas pris, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est en général ce qui a été retenu dans notre groupe. Je ne sais pas s'ils ont aussi un autre mot à ajouter par rapport à ça. Merci, merci à tout le monde. J'ai déjà envoyé tout le monde les post-tests et l'évaluation des formations. Je vais vous demander d'aller faire ça et m'envoyer. La fois passée, il y a les gens qui n'ont pas envoyé l'évaluation des formations. C'est très important, s'il vous plaît. Envoyez-moi ça aussi. On peut faire ça dans 20 minutes, plus 15 minutes. Donc, exactement à 18 h, je crois. Non, c'est 17 h. On peut finaliser les formations par le mot de Dr. Bruno. Merci et courage dans le post-test. Merci. Je voulais qu'on clôture cette formation. Donc, Khalil, il doit être là, mais je crois qu'il a un problème avec les connexions. Donc, je voulais donner les paroles à Béatrice qui était avec nous depuis les premiers groupes.
et celui qui va inviter le directeur du Pronanut, Dr. Bruno. Alors, merci tout le monde. C'était une bonne discussion. C'était un grand plaisir de travailler avec nous. J'ai appris beaucoup de grandes choses. Il y en a les choses que je vais aller maintenant discuter avec mes collègues. Et comme je l'ai dit, les deux groupes, je suis encore avec vous pour les dans 2 mois ou 3 mois, si vous me voulez. On a fini les formations. Je vais envoyer les présentations, mais ça ne sera pas juste les présentations, c'est un paquet de présentations, des outils pour faire les formations pour les relais communautés et aussi les maires ou les soignants. Je peux aussi ajouter d'autres documents et comme je l'ai dit depuis les premières discussions quand on était en consultation, moi, mon rôle était juste pour dire les approches qui sont là, comment c'est fait, comment tu dois être fait pour avancer ces activités. Mais à la fin, les décisions pour mettre en œuvre est à vous. Et ce n'est pas nécessaire de mettre en œuvre toutes les adaptations. Mais parce que plusieurs filles ont déjà fait, on trouve les résultats. Donc, mon prière et mon espoir est vous donner les RDC ou les 5 zones, une opportunité pour voir si ça marche ou ça ne marche pas. Alors, merci beaucoup. Je donne les paroles à Béatrice. Oui, hello, Béatrice. Accorder la parole. D'accord, merci. Alors, Dr. Bruno, tu peux nous donner les mots pour clôturer cette formation. Merci beaucoup, Martha, pour cette possibilité que vous nous avez donnée pour clôturer cette formation qui a commencé en beauté et qui va finir bientôt aussi en beauté. Au nom du Pronanut et à mon nom personnel, je voudrais ici dire grand merci à l'équipe de Technical Rapid Response Team pour leur accompagnement, particulièrement à Martha et à Rita, qui pendant 3 semaines durant ont accepté de donner de leur temps pour renforcer nos capacités sur les approches simplifiées dans les contextes de COVID-19. Soyez rassurés, Martha et Rita, que ce n'est pas la dernière occasion, mais c'est plutôt une première occasion qui nous ouvre la voie à plusieurs demandes d'accompagnement technique que nous, sur terrain, on fera pour que vous puissiez nous accompagner. Et nous pensons même que lors de la phase pilote des 5 zones de santé, notre souhait est que vous puissiez être là sur terrain pour voir comment les choses vont se dérouler. Je voudrais aussi ici présenter toute notre gratitude au cluster nutrition qui est piloté par notre collègue Khalil, Dr Khalil, parce qu'on aimerait qu'il soit là pour cette clôture, mais malheureusement, les problèmes de connexion ont fait qu'il ne soit pas avec nous. Nous voulons lui dire grand merci parce que c'est bien lui qui a négocié et permis à ce que nous puissions avoir cet atelier de formation. Durant les 3 semaines que nous avons y à passer ensemble, j'estime pour moi que quand on compte le nombre de gens, il y a un peu plus d'une trentaine d'acteurs actifs de la lutte contre la malnutrition dans notre pays
qui ont été formés sur des approches simplifiées dans les contextes de COVID-19. Très chers collègues, au nom de tous les collègues qui sont passés dans les 2 semaines, je voudrais vous dire félicitations et grand merci pour votre assiduité. Car dans ce contexte de COVID, où nous avons un télescopage de beaucoup de réunions en ligne, vous avez opté pour les approches simplifiées, ce qui prouve votre intérêt pour combattre la malnutrition, ces fléaux dont beaucoup d'enfants sont victimes dans notre pays. J'espère qu'une étape vient dépasser, une autre va commencer, celle de l'étude des zones de santé pilote. Nous aurons encore besoin de vous, chers collègues, pour bien vouloir accompagner ces zones de santé, afin que les résultats qui sortiront de cette phase pilote puissent être capitalisés et que les approches simplifiées puissent être étendues à travers toutes les zones de santé qui ont les problèmes de malnutrition qui se posent avec acuité. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour demander à nos collègues du groupe GTT PECIMA de bien vouloir se réunir rapidement pour régler certaines questions qui sont restées en suspens et qu'on a vu faire l'objet de débats lors de cette formation. Aujourd'hui, on m'a dit que c'est la fête des Tabaski. Je profiterai de l'occasion aussi pour souhaiter bonne fête des Tabaski à nos collègues qui aujourd'hui les fêtent et aux autres qui doivent accompagner les collègues qui sont dans la joie. Voilà, c'est sur cette note de jouissance que je déclare clôturer cette série de formations qui a duré 3 semaines avec l'accompagnement de nos équipes, des équipes de Technical Rapid Response Team, essentiellement par Martha et Rita, sur les approches simplifiées dans les contextes de COVID-19. Je vous remercie. Merci Doc. Merci beaucoup, merci. Merci. Alors, merci, on se voit. J'attends les pretextes. Bye, merci beaucoup. Bye Merci, tout le Martha, monde. bye. OK. Bye.